La retraite, on en parle depuis longtemps à la FTQ. On en parle pour comprendre notre système de retraite. On en parle pour comprendre la mécanique de nos régimes de retraite. On en parle pour s'indigner de certaines pièces législatives qui transforment nos régimes de retraite. Il faut se le dire, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Mais rarement, on s'est arrêté à réfléchir au droit à la retraite, comme étant un droit fondamental. Selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2030, il va y avoir 25 des citoyens du Québec qui vont avoir 65 ans et plus. Puis ce nombre va atteindre 27 en 2050. Plus que jamais, on doit se questionner sur les droits fondamentaux des personnes aînées. Le droit à la retraite a des racines profondes en droit international du travail et en droit de la personne. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, milite depuis l'après-guerre pour que la progression des prestations publiques et privées destinées à la retraite, que ce soit des prestations qui fassent du sens dans le sens de la dignité humaine. Les revenus de retraite, c'est une question économique, c'est sûr, mais c'est aussi une question de droit. Le droit à la retraite est aussi une question de droit de la personne. Une retraite décente garantit la dignité des personnes et milite en faveur d'une citoyenneté qui est inclusive et libre de discrimination. On peut dire que le droit à la retraite est sous attaque depuis un certain temps avec les différentes mesures qui sont mises de l'avant. Pour aborder cette question, la question du droit à la retraite, on avait besoin d'une personne qui pense un peu en dehors du cadre, une personne qui tient un discours rafraîchissant sur cette question-là, et cette personne, c'est Lucie Lamarche. Lucie Lamarche est professeure à la faculté de politique et de droit de l'UQAM. Elle est membre du barreau du Québec depuis 1978 et elle est administratrice de la Ligue des droits et libertés de la personne du Québec. De 2008 à 2013, elle a dirigé le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa, où elle était titulaire de la chaire Gordon F. Anderson en droit de la personne. Lucie enseigne le droit social et du travail et le droit international des droits économiques et sociaux de la personne. Elle m'a par ailleurs enseigné, puis je dois vous dire que ça laisse des marques dans le bon sens du terme. Alors Lucie, à toi la parole. Donc, j'ai intitulé cette présentation « La retraite est un droit humain, : donc, point d'interrogation ». Peut-être que j'aurais pu remplacer le « donc » par « qu'est-ce que ça donne, le droit fondamental à la retraite ». J'espérerais attirer votre attention vers un aspect moins souvent exploité, en vous rappelant d'abord que très souvent la retraite est envisagée, examinée comme une affaire de gros sous, mais que c'est plus qu'une affaire de gros sous. Alors, parlons des gens derrière les gros sous. Quelques chiffres, rassurez-vous, il n'y en aura pas beaucoup. Alors, la population en Amérique du Nord, qui est âgée, accapare presque 7% de l'ensemble des dépenses de protection sociale, mais on exclut les dépenses de santé. C'est moins que la moyenne européenne et c'est moins que la moyenne globale. Évidemment, une moyenne, c'est une moyenne. Il y a des pays plus riches et moins riches. Ce sont les chiffres de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail de 2020. Mais je vous demanderai de garder à l'esprit que partout, les dépenses de pension, c'est la principale dépense en matière de protection sociale. Et aussi, tristement, qu'au Canada, ces dépenses de pension sont moins importantes que celles consenties par l'ensemble des pays qui sont membres de l'OCDE, qu'on pourrait décrire peut-être un peu comme le club des riches. OK, donc regardons dans le rétroviseur profondément d'où vient cette idée du droit à la retraite. Eh bien, voici deux instruments de l'Organisation internationale du travail bien plates à lire, bien techniques. Lisez d'autres choses que ça, faites-moi confiance. Donc, la Convention 102 concernant la sécurité sociale, c'est une convention d'après-guerre, mais l'OIT considérait le risque retraite assez sérieux pour l'avoir
organisé dans une convention après la crise, dès 1933. Et alors, on avait une convention sur l'assurance vieillesse dans le secteur industriel, et on avait une autre dans le secteur agricole aussi. Donc, pourquoi il y avait ces conventions précoces, finalement, dans le travail de l'OIT? Bien, c'est peut-être parce qu'on considérait la vieillesse, on utilisait plus le mot vieillesse que retraite à l'époque, comme un risque social. Et ça, c'est peut-être l'ancrage que je vous propose ce matin, parce que à l'heure où c'est supposé être extraordinaire la retraite, remarquez bien que ce l'est pour certains, la vieillesse, quand on est un travailleur, c'est un risque. C'est peut-être plus qu'un risque économique, mais c'est aussi un risque économique. Donc, dans la trajectoire de l'Organisation internationale du travail, les risques du travail sont nombreux. Alors, je vous les ai éclatés un petit peu à l'écran ici. Et la vieillesse, la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est la retraite, c'est un risque du travail. Donc, si c'est un risque, ça veut dire que quelque part, il y a des humains qui sont heurtés, il y a des dignités humaines qui sont ébranlées, et il doit bien y avoir quelqu'un qui a des obligations, considérant que ce droit à la retraite n'est pas évident. Pour l'Organisation internationale du travail, répondre au risque retraite, ça a toujours fonctionné sur deux axes. Alors, quand je donne mon cours, je prends mes mains comme ça, mais ici, je ne veux pas trop heurter les micros. Donc, il y a un enjeu d'équité verticale et il y a un enjeu d'équité horizontale. C'est encore vrai dans vos discussions. J'écoutais M. Bolduc, c'est encore un enjeu, l'équité verticale et horizontale. Donc, horizontale parce qu'on veut couvrir le plus de monde possible, et verticale parce qu'on veut atteindre des prestations le plus intéressantes possible. C'est le cauchemar de l'OIT au 20e siècle, de sorte qu'à la fin du 20e siècle, juste avant l'Assemblée du millénaire aux Nations unies, ils ont dû constater que dans le contexte de l'austérité, les ajustements structurels et d'autres mauvaises nouvelles, ils n'avaient pas fait des progrès très intéressants. Et donc, pour répondre à la question de qui va payer quoi lorsqu'il s'agit du risque retraite, hein, c'est la maîtresse d'école en moi, essayez de retenir ça. La retraite, c'est un risque, le risque retraite. Donc, ils ont refait leur devoir et travaillé à partir d'un principe simple au début du 2e siècle et qui, finalement, est tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui dit « toute personne hein, », deuxième message à retenir, « toute personne a droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ». Donc, ce n'est pas seulement les régimes auxquels on contribue qui font ou qui garantissent ou qui enrichissent le droit à la sécurité sociale. Et j'insiste sur l'exigence d'absence de discrimination, le marché du travail étant ce qu'il est, j'y reviens. Alors, je vous ai préparé une petite liste d'épiceries qui est un peu le portrait, hein, c'est écrit un peu petit, je m'en excuse, de ce que l'OIT considère comme une définition de la retraite qui répond à cette exigence de la retraite comme droit humain, et je survole le plus rapidement possible. La notion de progressivité, de la qualité de la retraite, tant sur l'équité verticale que sur l'équité horizontale. L'universalité de protection, le caractère adéquat des prestations qui étaient, je lisais le mémoire que la FTQ a présenté au ministre Girard, vraiment un élément central, la non-discrimination, l'inclusion sociale, le respect de la dignité des personnes, mais aussi le respect de la diversité des méthodes. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon système de retraite dans une perspective internationale. Il y a un système de retraite qui répond aux objectifs recherchés, la prévisibilité, la suffisance, l'égalité, la dignité. Évidemment, aussi, et ça a été
500 pages de débat à l'Organisation internationale du travail, c'est réussir, si vous allez tout en bas, à mettre les services publics comme un ingrédient essentiel de l'idée de la retraite. En d'autres mots, la retraite, c'est le chèque de retraite, mais c'est aussi l'environnement des droits humains dans lesquels les retraités évoluent. L'exemple des exemples au Québec actuellement, c'est certainement la crise du logement. Donc, récemment, toujours à l'Organisation internationale du travail, je rentre à la maison à la cette date suivante. Là. Donc, à l'Organisation internationale du travail, on a fait le point sur ce qui marche toujours pas très bien lorsqu'il s'agit de répondre au risque vieillesse, au risque retraite par des dispositifs divers. Et 5 idées que je partage avec vous, je les trouve extrêmement intéressantes et très concrètes dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Alors, évidemment, on ne naît pas à la retraite, on travaille, puis à un moment donné, on arrive à la retraite. Donc, on porte avec nous les inégalités du marché du travail et c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce, celles qui très souvent ne sont pas nommées, c'est-à-dire les conséquences du travail atypique, informel. Hein? C'est comme si un ami des droits humains qui ne regardait pas l'autre, qui disait « Ah oui, tiens, ça c'est un vraiment chouette modèle de retraite, mais ça ne me tente pas vraiment d'aller voir comment ça connecte ou ça ne connecte pas avec les nouvelles difficultés du marché du travail. » Deuxièmement, et c'est une considération internationale, la dépendance excessive sur l'épargne individualisée. J'arrive au Canada dans quelques secondes. L'angle mort, hein, ce qu'on appelle le monitoring ou l'analyse d'impact des facteurs d'exclusion et de discrimination dans les régimes de retraite nationaux, l'absence de participation effective des parties prenantes. Il y a des pages et des pages d'examen lors de ce séminaire sur la rencontre difficile entre la retraite système expert, c'est vous les experts, et la retraite système expert, mais avec une finalité de droits humains, ce qui met quand même une pression pédagogique importante pour accroître la participation. Et finalement, dernier constat de ce séminaire de l'EIT, une attention soutenue à la protection de base. Alors, les parties prenantes du séminaire disent, les chiffres qu'on a nous montrent qu'on a mieux réussi à inclure plus de monde, notamment à l'égard d'une retraite de base, ce qu'on appelle le socle minimal de la protection sociale, mais on réussit moins bien sur l'équité verticale, c'est-à-dire sur le niveau des bénéfices, ce niveau de bénéfice étant notamment destiné à faire écho au niveau de la rémunération. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la rémunération est fragmentée, invisible, un peu grise, un peu d'Uber, un peu d'Amazon, un peu de contrat? Ça devient difficile de mesurer l'équité verticale par rapport au travail antérieur. Alors, revenons à la maison, revenons au Québec. L'Observatoire québécois des inégalités a publié, il n'y a pas longtemps, avant Noël, je pense, un document intéressant qui énumère ou explore les marqueurs québécois de violation du droit humain à la protection sociale chez les aînés. Alors, le droit humain à la protection sociale chez les aînés, c'est plus mon vocabulaire que celui de l'Observatoire, mais on parle de la même chose. Quels sont les impacts négatifs sur le droit à la retraite? Et donc, il n'y a pas beaucoup de grosses surprises dans leur constat, mais ils méritent qu'on le répète. Et, grosse surprise, les femmes aînées racisées forment le groupe social le plus défavorisé en matière de retraite, pour des raisons que vous pouvez soupçonner, l'écart dans la participation au régime complémentaire, le bas taux de la rente RRQ. Deuxième surprise qui n'en est pas une, le revenu médian des personnes âgées est environ de 10 000 $ de moins que le large groupe d'âge des 16-64, que la moitié des personnes aînées vivent avec moins de 26 000 $ par année, et que les écarts de revenus chez les aînés sont attribués par les crédits d'impôt. Hein? La fiscalité
fait partie du paysage. On ne peut plus ignorer la fiscalité comme une sorte de réponse à la construction d'une retraite de base. Mais qu'est-ce que cette fiscalité? Une autre grande surprise, la capacité de contribuer à des REER est moindre chez les femmes. Les ménages, pourcentage important de ménages aînés qui ont des niveaux d'endettement flabbergastants, et les femmes prennent leur retraite plus tôt, notamment à cause de leur rôle d'aidante naturelle. Ça, c'est ce qui est dans l'angle mort trop souvent des discussions sur la retraite ou de projets pharaoniques et ministériels de la retraite du 21e siècle. Donc, les marqueurs québécois des violations du droit humain à la protection sociale, s'ils se répercutent chez les aînés, se répercutent aussi chez les actifs, que vous appelez les participants au régime de retraite. De plus en plus, le revenu est plus important que le statut. Hein? Alors, je vous épargne les paragraphes de statistiques que vous connaissez bien sur la façon dont le travail s'invisibilise, s'autonomise, devient précaire, s'interrompt, etc. Ça impacte sur nos modèles de contributoires à la retraite parce qu'on est rendu au point où chez plusieurs jeunes actifs qu'on ne peut plus nécessairement qualifier comme des salariés, l'enjeu, c'est le choix de déclarer ou de ne pas déclarer le revenu qu'on ne déclare pas, ne répercute pas sur les contributions RFQ. Donc, les statuts sont très variables, intermittents et certains. La fiscalité prend le pas sur la sécurité sociale. Je vous avoue que c'est mon autre dada actuellement. Moi, je fais encore mon rapport d'impôt avec mon crayon HB et le guide papier de Revenu Québec parce que j'apprends toujours plein d'affaires et je vois bien comment l'effritement des conditions de vie de plusieurs Québécois et Canadiens est compensé par des crédits d'impôt non remboursables, mais qui ne visent pas nécessairement le niveau de vie viable, mais plutôt le niveau de vie de base. Là, je vous inviterai à porter beaucoup d'attention à cette question. Il y a comme deux autoroutes sur le Google Maps, celui des gens qui sont encore dans la logique des régimes de sécurité sociale et celui de l'autoroute des actifs qui glisse vers des réponses d'urgence ou minimales qui sont prévues par le régime fiscal. Ce qui fait que d'une certaine façon, on est au point où l'incitation à l'épargne occulte l'insuffisance des prestations sociales. Or, je vous rappelle ma proposition de départ. S'il y a un droit à la retraite, il y a bien quelqu'un quelque part qui doit avoir des obligations. Donc, rappelons-nous, avant de non pas répondre à la question, mais l'habiller un peu, c'est mon dernier point, que le Canada n'est pas le pays, et n'a jamais été, le pays le plus généreux en matière de sécurité sociale. Hein? Au Canada, on peut remonter à la première loi sur les pensions de vieillesse, 1927. Il y avait toujours cette vision que c'était subsidiaire. Hein? C'était au cas où ça irait mal, on serait là. Alors, bien sûr, il y a eu un déploiement intéressant depuis, mais là, c'est un petit peu comme s'il y avait un retour vers la philosophie subsidiaire, et elle est d'une certaine façon encouragée par le fait que lorsqu'il s'agit de retraite, le Canada appartient à une minorité de pays. Son modèle, qui garantit le revenu de retraite en recourant à du public contributoire et du public non contributoire, ce n'est pas le modèle dominant dans le monde. C'est un domaine irrité, on ne peut pas refaire l'histoire, mais ce n'est pas le domaine, c'est pas le modèle français, par exemple. Alors, le rôle, c'est sûr que dans ces circonstances-là, le rôle de la Régie des rentes du Québec, il est absolument central, mais on le sait, il est concurrent. Alors, vous connaissez mieux que moi le jeu économique des concurrences, par exemple, entre le chèque de retraite RRQ et les subtilités du supplément de revenus garanti qui existe depuis 1989. Donc,
Du fait de notre posture plus marginale sur le plan international et des concurrences, qui tiennent en partie au fédéralisme, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, me semble-t-il, c'est l'ambiguïté des fonctions de la retraite ou de la mission de la retraite et les fonctions entre les piliers. Et on est toujours un peu pris à se demander, et je pense plus aujourd'hui qu'hier, ben, coudonc, à quoi ça sert la retraite? Hein? Est-ce que c'est un revenu de base ou un revenu décent qui est l'objectif? J'ai toujours pensé que l'amélioration progressive des conditions d'existence de toute personne fait que la réponse s'impose, et ce n'est pas un revenu de base, c'est un revenu décent. Alors, félicitations pour votre beau travail dans le cadre de la consultation RRQ février 2023, mais franchement, on peut peut-être reconnaître qu'il y avait beaucoup d'angles morts et de non-dits dans cette consultation quand on lit les documents à l'aune des marqueurs du droit à la protection sociale. Alors, encore une fois, je vous ai fait une petite liste d'épiceries ici. Alors, premièrement, c'était vraiment surprenant de voir qu'il n'y avait pas une ligne, pas une dans le document ministériel qui parlait des retraités atypiques. On pourrait peut-être décrire avec toute la gentillesse du monde, un peu comme les retraités sur le carreau, hein? Ceux qui ne sont pas, et bien malgré eux, nécessairement dans une situation épanouissante à la retraite. Il y avait peu de choses qui examinaient la réelle trajectoire des travailleurs de 55-64 ans. Ça laisse tasser si on bougeait les chiffres de la retraite. Peu de considération pour l'insuffisance de la rente mensuelle moyenne, une mythologie, vu mon grand âge, je peux le dire, absolument étrange du travail épanouissant. Alors, je lisais récemment des études allemandes où l'âge de la retraite est beaucoup plus élevé, où on disait, écoutez, c'est pas compliqué, ça portait sur les travailleuses, et ça disait, celles qui travaillaient avant continuent à travailler, et celles qui ne travaillaient pas et qui étaient dans le trouble travaillent toujours pas et sont toujours dans le trouble, malgré le déplacement de l'âge de la retraite. Donc, ce que j'appelle une méthodologie du bon travail. Pas un mot sur le racisme systémique du marché du travail, pas un mot sur les discriminations, et pas un mot non plus lié aux enjeux du travail que je qualifie d'atypique, mais atypique, c'est devenu une valise avec tellement de vêtements dedans qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Donc, ce sont vraiment ces nouvelles trajectoires d'activité productive, parce que parfois, il ne s'agit pas non plus d'un travail salarié. Donc, ces angles morts étonnent. Ou, pourrait-on dire, étonnent-ils vraiment? Parce qu'en toute amitié, je pense que ça fait longtemps au Québec qu'on considère les régimes de retraite comme un système expert. Et je répète, c'est vous les experts. Mais pas comme un système qui réalise un droit humain à la retraite, d'où l'aspiration du titre de ce séminaire, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'on vise? Hein? On vise un niveau de vie viable et la promotion de la dignité humaine. On peut le voir d'ailleurs aussi en ce qui concerne les régimes complémentaires de retraite. Vous êtes encore plus les experts. Donc, permettez-moi de vous choquer un petit peu. Quand on lit cette loi-là sur les régimes complémentaires de retraite, eh bien là, il y a des choses extraordinaires. Premièrement, il n'y a pas de préambule. Avez-vous déjà remarqué qu'après le titre de la loi, on passe tout de suite, boum, la caisse de retraite, et il n'y a rien dans la loi qui nous dit c'est quoi l'objectif, la mission, la fin, la finalité d'un régime de retraite? Pas un mot. Alors, c'est mon petit moment de sarcasme solidaire ici. Hein, ça a l'air, quand on lit la loi, que c'est une fiducie de caisse de retraite. C'est une fiducie dont la mission sociale est implicite, mais pas nommée. Alors, le fiduciaire, il ne sait pas que c'est une mission sociale parce que ce n'est pas écrit dans la loi. Donc, c'est une loi sans mission, avec des créances comme n'importe quelle autre créance. Comme vous, je croise mes doigts pour C-228. Le jeu des acteurs est intriguant aussi. Il y a des participants, des bénéficiaires,
des fiduciaires, des actionnaires, des êtres abstraits qui n'ont pas l'air d'être interpellés d'une manière particulière en vue de la finalité de cette retraite, qui est le droit humain à la retraite. De même, cette loi québécoise est sur papier décrochée de ce qui se passe en droit des compagnies, par exemple, où la RSE, subrepticement, la responsabilité sociale des entreprises, commence à être énoncée dans la loi canadienne, par exemple, sur les sociétés par action. Puis, la participation à la gestion est quelque chose qui est toujours à conquérir, surtout au privé. Donc, quand on prend et la loi sur le régime de rente du Québec et celle sur les régimes complémentaires, on est franchement débranché de ce que c'est fondamentalement, et fondamentalement, c'est le droit humain à la sécurité et la protection sociale. C'est pas parce qu'on est débranché qu'on fait de mauvais job, comprenez-moi bien, mais quand arrivent les coups durs, et pour les potentiels participants des régimes de retraite actuellement, l'affaire est pas mal compliquée. On a presque atteint, selon, j'ai tiré ces chiffres du dernier rapport de contrôle de la Caisse d'assurance-emploi. Ils ont des très bons... Ça mérite d'être utilisé pour leurs statistiques. On est à peu près à 20 de travailleurs qui, ou actifs, ou qui apparaissent et disparaissent du marché du travail, ne déclarent pas un revenu, ou ont des activités rémunératrices, mais ne sont jamais finalement sur le radar des salariés. On ne peut pas ne pas voir ces angles morts et ne pas considérer que l'État a une obligation plus importante que la seule obligation de savoir si on va prendre sa retraite à 62, 4, 5 ou 7. Il y a un largage. Finalement, conclusion. Alors, quel est le b.a.-ba de tout ce falbala? Bien, la Charte québécoise dit « Tout être humain a droit à la vie, la sûreté, l'intégrité et la liberté de sa personne. » C'est ça l'objectif de la retraite. C'est vraiment ça, l'objectif de la retraite. Et donc, à l'amélioration progressive de ses conditions d'existence, ce qui me fait dire avec un petit sourire dans la petite bulle, on en a un petit peu marre de ne parler que d'argent en matière de retraite. Pourquoi? Parce que la retraite, c'est le droit humain des droits humains et que tous les droits sont interdépendants. On ne peut plus parler de retraite sans parler de santé, parler de retraite sans parler de logement, parler de retraite sans parler de culture, parler de retraite sans parler des enjeux importants que sont ceux des discriminations, de l'exclusion sociale et du racisme systémique. Alors, j'espère ne pas vous avoir trop déçu parce que je n'ai pas de chiffres. Bonne journée.